Parmi la foule des hommes tourmentés qui ont habité cette terre, parmi tous ceux vivant dans une angoisse existentielle profonde, je crois qu'il en est peu qui atteignirent le même degré qu'Howard Philip Lovecraft dans la peur de l'inconnu et dans l'angoisse. Son œuvre, qui connaît aujourd'hui une postérité considérable et qui a infusé tout notre imaginaire, n'est à mon avis que trop peu reconnue à sa juste valeur. On se contente de voir en lui le brillant écrivain d'horreur et de science-fiction, et paradoxalement, la part de son œuvre qui s'est le plus répandue est celle qui avait le moins de valeur à ses yeux. Aujourd'hui, on va explorer la vision profonde de cet écrivain tourmenté et essayer de voir la véritable horreur que Lovecraft a voulu désigner dans son œuvre, bien plus terrifiante à mon sens que tout le panthéon de dieux monstrueux qu'elle contient. Prenez place confortablement pour ce voyage dans l'indicible et pour une plongée dans les eaux noires de la véritable pensée d'Howard Philip Lovecraft. Le 20 août 1890, un des plus grands écrivains du siècle dernier voit le jour à Providence, dans le Rhode Island. S'il est une chose qui caractérise cette ville, c'est son esprit traditionnel anglais, les nombreuses maisons de style victorienne qui jonchent les rues et les églises néo-gothiques qui ont eu une influence considérable sur l'imaginaire du jeune Lovecraft. Quant à sa famille, son père étant commerçant, doué pour les affaires, et par sa mère il descend des premiers colons anglais venus peupler le nouveau continent. Cette filiation maternelle jouera une importance considérable dans sa construction, et toute sa ville se sentira appartenir à cet élitisme aristocratique anglo-saxon dont il tirera une si grande fierté. Mais en 1893, un drame intervient. Son père fait une crise de démence qui entraîne une paralysie générale et qui le tue. Lovecraft a 3 ans et il se retrouve élevé par sa mère, qui est une femme névrosée qui isole le jeune Lovecraft, par des tantes et par son grand-père maternel qui aura une influence considérable sur son imaginaire. En effet, ce dernier lui fait lire de nombreuses fables, les contes des Mille et une nuits, Homère et des histoires gothiques. Et assez rapidement, la famille s'aperçoit de 2 choses concernant le tout jeune Lovecraft. D'une part, c'est un surdoué. Très tôt, il rédige des poèmes et montre des dons exceptionnels concernant la mémorisation, mais d'autre part, il est de santé extrêmement fragile. Sans qu'on sache exactement de quel mal souffrait Lovecraft, les pistes laissent penser à des troubles psychologiques et à des terreurs nocturnes, qui auront des conséquences sur son état physique, et à cause de cette situation et du caractère difficile de Lovecraft, la famille décide de repousser son entrée dans la scolarité. Il continue cependant à lire chez lui grâce à la vaste bibliothèque familiale. Curieux de tout, son esprit se porte sur tout type de sciences, sur la littérature classique et sur de poussiéreux ouvrages d'astronomie. Dans ses jeunes années se développe aussi une phobie maladive qui laissera une empreinte dans toute son œuvre, une peur atroce de l'eau. En 1804, son grand-père, qu'il aimait énormément, meurt à son tour, et la famille se retrouve dans une situation financière très difficile et est contrainte de déménager. Ces événements cumulés ont provoqué chez Lovecraft, qui a alors 14 ans, des crises de dépression nerveuse, et les épisodes de terreur nocturne s'intensifient, et puis des problèmes de santé en tout genre commencent à se manifester. Pendant plusieurs années, au moins jusqu'en 1913, donc jusqu'à l'âge de 23 ans, Lovecraft vit comme un ermite. Certes, on a sans doute exagéré son isolement, car Lovecraft a quelques amis et surtout il correspond énormément, mais dans l'ensemble, l'essentiel de ses journées sont occupées par la lecture et l'écriture de nouvelles et de poésie. C'est dans cette période que Lovecraft arrive à transformer l'horreur qu'il ressent au contact du monde en production littéraire. La première nouvelle dont on ait trace, La Bête de la caverne, contient déjà tous les éléments caractéristiques de sa marque de fabrique. Un homme, souvent un intellectuel formé aux arcanes de la connaissance, dans le cadre de cette nouvelle il s'agit d'un étudiant en philosophie, se retrouve petit à petit confronté à une horreur ou à une entité qui vient remettre en question ses connaissances rationnelles. Ici, l'homme se perd dans une grotte qu'il explore à la lumière de sa torche et s'aperçoit petit à petit qu'il est observé par une forme répugnante dans les ombres. En s'armant de pierres, l'homme arrive à venir à bout de la bête dont il s'aperçoit finalement qu'il s'agit d'un homme horriblement transformé par une vie passée dans l'obscurité. Faut-il y voir une allégorie du jeune Lovecraft, qui sent que ses années passées dans sa petite mansarde sombre du 598 Angel Street l'ont transformé en quelque chose de repoussant pour ses semblables ? Mais petit à petit, Lovecraft s'efforce de sortir de sa grotte. Son génie littéraire a gagné en intensité, et il s'adonne à la polémique, publie quelques nouvelles et poèmes qui suscitent l'admiration d'un petit groupe de lecteurs. Et surtout, il commence à se constituer un énorme réseau de correspondants. On a dit de Lovecraft qu'il avait envoyé 100 000 lettres au cours de sa vie à plusieurs milliers de correspondants. En 1921,
la mère de Lovecraft, qui souffrait depuis longtemps d'une grave dépression, décède. Et le monde de Lovecraft s'effondre. Mais un semblant de lumière se dessine quelques semaines plus tard. Alors qu'il a toujours été un célibataire endurci, il rencontre dans une convention littéraire une jeune journaliste, Sonia Green, et c'est le coup de foudre. Les deux amoureux finissent par se marier et ensemble ils emménagent à New York. Au départ, les choses se passent bien et on pourrait croire que Lovecraft en a fini avec sa période sombre de reclus dépressif. Mais leur situation financière se dégrade et Sonia doit changer de ville. Lovecraft reste donc seul à New York et sa peur de l'inconnu confrontée aux foules gigantesques d'immigrés de cette ville lui donne un sentiment de dégoût comme il n'en a jamais connu. Ce dégoût marquera son œuvre en y instaurant la dégénérescence physique et mentale comme élément horrifique qu'on peut retrouver dans les nouvelles Cauchemar à Innsmouth ou Red Hook. Finalement, après des tensions, le couple finit par divorcer à l'amiable, et Lovecraft retourne dans la ville de son cœur, Providence. C'est pendant cette période, après le divorce avec Sonia, qu'il publie ses chefs-d'œuvre dans le magazine Weird Tales. Mais son époque n'est pas prête à recevoir ce que Lovecraft écrit, et jamais il ne réussira à vivre de l'écriture. Homme d'une grande fierté, affectant une calme indifférence à l'égard de la réception de ses œuvres, Lovecraft était en réalité extrêmement sensible au fait d'être rejeté. Parfois, comme avec le Cauchemar à Innsmouth, il écrivait une histoire qui aurait pu être commercialement viable, mais il savait qu'elle ne serait publiée que dans une revue médiocre et que les lecteurs ne comprendraient pas forcément où il avait voulu en venir. Et de ce fait, il refusait tout simplement de faire commercialiser ses écrits. Le reste de sa vie, depuis son divorce avec Sonia et son retour à Providence, sera pénible. Un de ses proches amis, Robert E. Howard, se donne la mort par arme à feu en 1936. Lovecraft va replonger dans une grande dépression qui ne le quittera plus jusqu'à ses derniers jours, et peu après cet événement tragique, on lui diagnostique un cancer de l'estomac. Ce cancer, il a rien d'étonnant quand on prend connaissance du régime alimentaire de l'écrivain, constitué essentiellement de pain, de fromage et de glace. Son mépris des médecins fait qu'il n'est pas soigné, et il supportera la douleur de ce cancer jusqu'à la fin, le 15 mars 1937. Lovecraft, qui est peut-être l'écrivain qui a le plus influencé la culture populaire, meurt dans un anonymat presque complet, connu seulement de ses correspondants et d'une petite poignée de lecteurs avant-gardistes. Lui, qui était si étranger au monde, qui disait venir d'ailleurs, a quitté la Terre sans jamais vraiment l'avoir habitée. Et s'il apprenait aujourd'hui l'aura et la célébrité à laquelle son nom est associé, je crois qu'il serait très étonné. Mais je pense aussi qu'il serait déçu de voir la dimension parfois kitsch qu'on a récupérée de lui. On évoque surtout son panthéon, ses monstres et les futilités de son œuvre, que lui-même qualifiait d'une façon dérisoire de Yog-Sothoth-Ri, du nom d'un dieu maléfique de son panthéon. Mais les rares lecteurs avisés auront sans doute remarqué quelque chose dans ses écrits. Déjà, c'est un érudit titanesque, et ses nouvelles font intervenir des éléments très techniques de l'histoire ancienne, de l'histoire de l'occultisme, de la mythologie, de l'anthropologie et des sciences modernes, mais surtout, on sent qu'il a voulu dire quelque chose sur le monde et la place que nous y occupons. Et c'est précisément ça qu'on va essayer de décrypter maintenant. Je ne crois pas que Lovecraft était simplement un conteur d'histoires qui avait pour finalité de divertir les gens. Je crois au contraire, sans vouloir verser dans le sensationnalisme, que son œuvre contient une dimension cachée, que tout le système imaginaire de Lovecraft est en fait à comprendre d'une façon totalement allégorique et qu'il a vraiment voulu nous mettre en garde contre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le fait que le monde est en train de nous devenir étranger, que petit à petit, l'homme se désenracine du cosmos et se sent devenir un intrus pour le vaste univers qu'il habite. En effet, depuis les premiers mythes que l'homme a adoptés jusqu'au crépuscule du christianisme en Occident, nous concevions le monde comme une chose faite pour nous. Autrement dit, l'univers nous semblait avoir pour finalité le fait de nous accueillir en son sein. Il nous était hospitalier. Mais petit à petit, ce sentiment d'hospitalité du cosmos s'est totalement anéanti. La science, persévérant dans son investigation du monde, a mis en lumière un univers froid et impersonnel dont nous sentons que les proportions, les lois et les différents phénomènes n'ont absolument rien à voir avec nous. Pour le meilleur et pour le pire, la science a fabriqué une nouvelle anthropologie où l'homme se conçoit comme un grain de poussière, perdu entre le gigantisme absurde et insaisissable des distances cosmiques et le monde de l'infiniment petit avec ses lois si déroutantes. Et c'est ce que le philosophe russe Alexandre Koyré
évoqué en partie dans son livre « Du monde clos à l'univers infini », qui a connu une grande postérité dans le monde universitaire. Dans son livre, il montre comment le monde occidental a connu au XVIe et XVIIe siècle une révolution scientifique et spirituelle qui a induit une transformation fondamentale dans notre perception du monde. D'une conception antique et médiévale de l'univers, qui était clos, ordonné et hiérarchisé, vers un monde révolutionnaire, infini, ouvert, et dont les différentes parties ne sont unies que par un système de lois. Et si je devais adapter ce que pense Koyré à mes idées, je dirais que le grand tournant anthropologique du XXe siècle, c'est le passage de l'univers hospitalier et anthropocentrique à l'univers hostile et étranger, d'un monde que nous concevions comme fait pour nous accueillir, à un monde inquiétant où nous sommes réduits à l'état de pure contingence insignifiante. Un des passages les plus célèbres de l'œuvre de Lovecraft, qui figure au tout début de sa nouvelle la plus connue, L'Appel de Cthulhu, désigne exactement cet état de fait. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives si terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons, que cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Je crois que Lovecraft a vraiment été visionnaire en écrivant ces lignes. Et vous savez, la psychanalyse, qui pour une fois dit quelque chose d'intéressant, parle de succession de blessures narcissiques pour désigner l'histoire des sciences. D'abord Copernic, qui nous a montré que nous n'étions pas au centre du monde, puis Darwin, que nous n'étions qu'une contingence issue de l'évolution et que nous sommes finalement des animaux comme les autres. Mais je crois que l'ultime blessure narcissique que nous a infligée la science, c'est d'une part la cosmologie du siècle dernier qui nous l'a infligée, en renvoyant l'homme à la place dérisoire qu'il occupe en comparaison de l'immensité des structures de l'univers, et d'autre part la physique quantique et ses lois qui font vaciller la vue naïve que nous avions de la structure fondamentale de la réalité et qui nous renvoie à notre impossibilité à connaître certaines choses. En bref, et c'est à mon sens le paradoxe terrifiant de l'histoire des sciences, plus nous en savons sur le monde, plus celui-ci nous devient étranger. Plus nous semblons le côtoyer de manière familière avec nos puissants modèles théoriques, plus celui-ci nous apparaît distant et inhospitalier. Et ce qu'a pressenti Lovecraft, c'était qu'on est encore au début de ce processus, qu'un jour, on lèvera en voile sur une dimension de la réalité qui nous effraiera tellement et qui nous rendra si insignifiants que notre espèce n'en sortira pas indemne sur le plan de sa santé mentale collective. Mais en réalité, tout ça a déjà commencé. Nous avons tous assimilé le caractère insignifiant de nos vies, et notre conscience collective a totalement intégré que nous n'étions qu'une petite espèce perdue sur un amas de roches tournoyant dans une structure galactique de milliards d'années-lumière de distance, elle-même n'étant qu'une galaxie parmi des milliers d'autres. Et cet état de fait nous force en quelque sorte à un relativisme malsain et nous pousse sans cesse vers la même question. À quoi bon ? À quoi bon devenir quelqu'un de meilleur, tant suis-je insignifiant dans ce vaste univers ? À quoi bon se préoccuper du devenir de la société ? Société qui ne correspond qu'à un battement de cils dans les temps infinis du cosmos. Et cette réaction de l'homme face à l'immensité trouve une traduction parfaite dans l'œuvre de Lovecraft, où des hommes insignifiants et faibles prennent contact avec des entités cauchemardesques aux proportions inappréhendables. Tellement inappréhendables que le simple fait de les voir plonge les personnages dans la démence et le nihilisme. Et on le disait dans la partie biographique, les personnages de Lovecraft sont presque systématiquement des intellectuels, des scientifiques ou des philosophes, des gens qui, à force de curiosité et à mesure de leur investigation du monde, finissent par contempler une horreur cosmique et cauchemardesque qui les frappe de folie. Pour le dire très simplement, chez Lovecraft, les lumières que produisent la raison finissent par dévoiler des formes si terrifiantes que le seul souhait de ceux qui les contemplent est de replonger dans les ténèbres. D'où la mobilisation récurrente dans ses écrits de la notion de connaissance interdite, qu'elle prenne la forme d'un traité de magie démoniaque rédigé par l'arabe dément Abdul al-Azred et circulant sous le manteau de quelques initiés, ou de livres révélant des secrets terrifiants enfouis dans la noirceur des océans ou dans des étoiles si éloignées que leur lumière ne nous est pas encore parvenue. Par conséquent, pour lui, connaître n'est pas forcément une bonne chose, et il est certain savoir dont l'humanité aurait toutes les raisons à l'avenir de se passer. On pourrait facilement prendre pour exemple la bombe nucléaire, souvenez-vous de ce que disait Lovecraft, viendra un jour où la synthèse des connaissances scientifiques dissociées
nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité. Et la bombe, c'est précisément le produit d'une synthèse de connaissances théoriques dissociées, mise au service d'une perspective terrifiante, qu'est la création d'une arme ayant le potentiel d'anéantir toute vie sur Terre. Et d'autre part, un peu en lien avec ça, ce que théorise véritablement Lovecraft, c'est le devenir anti-humain de l'humanité. Ça se traduit par une vision critique du progrès où celui-ci, bien loin de conforter notre humanité dans son logiciel séculaire et traditionnel, nous déracine, nous menace d'extinction comme avec la bombe, et nous fait tendre vers un nihilisme induit par la prise de conscience de notre insignifiance et par le contact avec la dimension gigantesque, fondamentalement incompréhensible de la réalité pour notre faible entendement. Tout notre système de croyances et de valeurs qui était constitutif de notre humanité semble broyé sous le poids de l'absurdité du monde que la science met en lumière. Un monde limité à des facteurs quantitatifs, sans transcendance et projet, un monde matériel et mécanique où nos systèmes de valeurs semblent totalement dérisoires et fictionnels. D'ailleurs, Lovecraft écrit dans une lettre « Toutes mes histoires sont basées sur l'idée fondamentale que les lois, les intérêts et les émotions partagées par l'humanité n'ont ni validité ni signification au niveau du cosmos. » Une autre chose qu'on peut extraire de Lovecraft, c'est une épistémologie originale qui ne limite pas le processus de connaissance à un rapport univoque entre un sujet connaissant et l'objet à connaître. Chez Lovecraft, au contraire, l'objet que nous prenons pour connaissance vient considérablement influencer notre logiciel de valeurs et notre vision du monde. Et cet objet que nous connaissons ne nous influence pas uniquement à partir des dispositifs techniques qu'il permet de générer, mais du simple fait que nous le connaissons. Par exemple, le fait de connaître que des milliards de galaxies semblables à la nôtre existent, ça ne donne aucun grain à moudre aux ingénieurs. Mais pourtant, ça a peut-être plus d'impact sur la façon dont nous appréhendons le monde que bon nombre de dispositifs techniques. Et cette épistémologie équivoque, le philosophe français Merleau-Ponty la soutenait aussi en parlant de découvertes philosophiques négatives, pour désigner certaines découvertes scientifiques. Son idée est la même que Lovecraft. Certaines découvertes scientifiques viennent rendre impossibles certains raisonnements philosophiques ou à minima les compliquer. Autrement dit, l'objet que nous connaissons, du simple fait que nous le connaissons, vient dissoudre certaines valeurs ou opinions philosophiques. On peut penser à des choses un peu théoriques, comme la vision du temps d'Emmanuel Kant qui a été invalidée par la relativité générale, ou de façon plus concrète, toutes les positions métaphysiques traditionnelles d'un univers mu par une transcendance, ou encore le fait que l'homme serait habité par une âme immatérielle. Toutes ces positions, essentiellement portées par la métaphysique des religions abrahamiques, sont pratiquement impossibles à défendre aujourd'hui face à un univers que nous savons matériel et face à une compréhension neuroscientifique des comportements humains. Par conséquent, les choses que la science nous a permis de découvrir ont eu pour conséquence philosophique négative de compliquer le fait de voir le monde à travers des prismes qui nous le feraient apparaître hospitalier et bienveillant. Au contraire, ce que la science a mis en évidence, c'est un univers totalement indifférent à notre subjectivité et notre espèce, qui se concevait comme le centre du monde et qui a été forcé, peut-être trop rapidement, de plonger dans ce monde froid et désenchanté. Et d'autre part, la science a mis en lumière un monde d'une extrême complexité. Le monde traditionnel était simple, puisque nous le pensions à partir de notre propre image. Nous y projetions nos propres sentiments, nos aspirations, et les lois qui le régissaient semblaient avoir beaucoup de proximité avec les lois qui régissent la vie humaine. Soit que les différentes régularités de la nature soient expliquées par l'action de plusieurs dieux, semblables en quelques points à l'humain, ou que ces régularités soient expliquées, comme c'était le cas en Occident depuis l'Antiquité, par la physique d'Aristote où les 4 éléments et un système de causalité finaliste rendent compte de tous les phénomènes. En bref, le monde nous apparaissait vraiment comme à notre portée quant au geste de sa conceptualisation. Mais les sciences modernes nous ont montré l'extrême naïveté dans laquelle nous nous trouvions en voulant rendre compte du monde à partir de choses aussi simples. Elles nous ont montré ce qu'il convient d'appeler l'extrême récalcitrance du monde extérieur à se donner à nous. Pour le dire autrement, que le monde était tellement compliqué qu'il fallait mettre en œuvre un effort intellectuel démentiel pour en saisir ne serait-ce qu'un fragment. Et il n'y a qu'à voir la complexité des édifices mathématiques qui sont mobilisés en physique pour s'en convaincre. Et en nous montrant que le monde était d'une infinie complexité, la science l'a encore éloigné de nous. Elle nous l'a rendu encore plus étranger. Elle nous fait une fois de plus ressentir qu'il n'est pas à notre portée, pas fait pour nous. Qu'il est une sorte de dieu Lovecraftien, à la fois terrifiant et totalement indifférent à notre égard. Et cette dynamique est loin d'être terminée. Pour l'instant, certes avec un gros effort, les modèles physiques se laissent encore un peu vulgariser. Un esprit non expert peut encore, avec une bonne dose de volonté, comprendre en partie ce que les sciences modernes disent du monde. Mais qu'en sera-t-il à l'avenir, dans quelques siècles ?
Rendre accessible la relativité générale, c'est encore possible, mais bon courage pour vulgariser, sans trop dénaturer, la théorie des supercordes, la théorie de la gravité quantique à boucle, ou les prochaines théories de pointe qui verront le jour. Peut-être même que les plus brillants physiciens délègueront la production des formalismes de cette science à des intelligences artificielles ayant une puissance de calcul prodigieuse, et que même pour eux, le monde et ses lois deviendront totalement étrangers. Mais ne nous éloignons pas. Lovecraft, qui était familier avec les sciences et particulièrement l'astronomie, avait vu cette dynamique et s'est simplement engagé à en fabriquer une esthétique. Il s'est proposé de faire la description artistique et littéraire de l'étrangeté du monde, de son indifférence à notre égard et de sa complexité terrifiante. De faire entrer dans le domaine du perceptif ce qui précisément échappe à notre perception. En bref, tout le projet de Lovecraft, c'est de faire le tableau de la prise de conscience que l'humain a eue au cours des siècles derniers, de ses propres limites, de sa petitesse et du fait que le monde est en train de lui devenir étranger. D'où l'utilisation récurrente dans son œuvre de termes en lien avec l'indicible, l'innommable. Mais surtout, cette dimension inappréhendable des entités Lovecraftiennes ne vient pas de choses magiques et ésotériques. Elle vient du fait qu'elles sont simplement trop complexes pour les personnages qui les contemplent. Elles ont des formes qui relèvent de géométrie non euclidienne, ou une dimension organique que le langage humain n'est tout simplement pas fait pour décrire. Et c'est pour ça qu'elle plonge les personnages dans la folie. Pour les mêmes raisons que le monde que dévoile la science nous heurte à ce point, parce que nous sentons qu'il est fondamentalement inappréhendable pour nous. Et pour conclure, je veux dire que Lovecraft, pour une raison biographique, était le mieux placé pour s'engager dans cette entreprise. D'un naturel très angoissé, cette disposition le rendait propice à voir, presque avant tout le monde, le caractère justement angoissant de la science. Mais surtout, et ça me semble vraiment essentiel, il a vécu dans une grande solitude et a toujours semblé se trouver à des années-lumière de distance de ses semblables et de la réalité quotidienne. Et par conséquent, cet homme qui était si étranger au monde était le mieux placé pour voir que c'est le monde qui finalement était en train de nous devenir étrangers. Voilà, cette vidéo est terminée. Évidemment, je vous encourage à lire Lovecraft. Personnellement, c'est un auteur que j'ai découvert à 16 ans et qui m'a vraiment fasciné, et je regrette qu'on se limite à extraire de lui des éléments simplement destinés à nourrir une sorte de culture geek. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, et surtout ne regardez pas trop le ciel, ce que vous pourriez y découvrir risquerait de vous plonger dans la folie.